Tu ne peux pas racheter une part de notre cabinet, a dit mon père. J'y ai ouvert mon ordinateur. Comme médecin-chef, je t'enlève tes privilèges. Demain, tout tombe. Je ne me souviens d'aucun anniversaire où mon père était présent, non pas parce qu'il n'y en avait pas, il y en avait, avec des gâteaux, des bougies, des cadeaux emballés par ma mère. Mais il était toujours de garde, où il opérait quelqu'un d'important, où il partait à une conférence où il devait être présenté comme l'éminent chirurgien de Red Arbor. Ma mère m'expliquait doucement, comme pour l'excuser, il sauve des vies, ma chérie, c'est plus important que les fêtes. Je la croyais, je l'ai cru pendant très longtemps. Notre maison sentait l'antiseptique, même quand papa n'était pas là, maman travaillait comme infirmière dans sa clinique jusqu'à ce que je commence l'école. Puis elle a pris une pause comme disait papa, mais en réalité, elle a simplement cessé de sortir de la maison. Au début, c'était juste du vin au dîner, puis du vin à la place du dîner, et puis des bouteilles vides dans le placard sous l'évier que je trouvais quand je cherchais du savon. Nora, mon aînée, a toujours été différente. Elle ne pleurait pas quand maman oubliait de venir la chercher à l'école. Elle ne demandait pas pourquoi papa ne venait pas au spectacle scolaire. Elle faisait tout toute seule. Elle avait d'excellentes notes. Elle s'était inscrite en administration médicale, et quand son père lui avait demandé pourquoi elle n'avait pas choisi la médecine, elle avait répondu brièvement le sang me dégoûte et les gens encore plus, mais les chiffres ne mentent jamais. Son père a apprécié. Il riait en racontant à ses collègues une de mes filles sera chirurgienne, l'autre dirigera l'entreprise, le tandem idéal. Seulement, je ne voulais pas être chirurgienne. Cela s'est produit en quatrième année de médecine, stage à l'hôpital municipal, service de pneumologie, vieux bâtiment avec des fenêtres qui s'ouvraient à peine. Mon premier patient, Howard Phelps, 63 ans, ancien mineur, maladie pulmonaire obstructive chronique, essoufflement même au repos, bouteille d'oxygène près du lit. Il ne pouvait pas faire 3 pas sans s'arrêter pour reprendre son souffle, haletant comme un poisson hors de l'eau. Lorsque je suis entrée pour la première fois dans sa chambre avec une pile de notes et la peur au ventre, il m'a souri. C'est toi, la nouvelle étudiante qui pose trop de questions? Oui, monsieur, ai-je répondu. Je m'excuse. Ne t'excuse pas, tu es la première depuis 2 semaines, No, à ne pas me regarder comme un cadavre qui respire encore. Nous avons parlé de son travail sous terre, de la poussière qu'il avait inhalée pendant des années, de la façon dont cela avait lentement détruit ses poumons. J'ai élaboré un programme de rééducation. Exercice respiratoire, régime alimentaire, régime de vie. Il écoutait, riait, toussait parfois si fort qu'on aurait dit que sa cage thoracique allait exploser, mais il faisait des efforts. Et au bout de 3 semaines, il a traversé le couloir sans s'arrêter. Il s'est arrêté près de la fenêtre, a inspiré profondément et a dit merci docteur, je n'étais pas encore médecin, mais à ce moment-là, j'ai compris ce que je voulais devenir. Quand j'ai annoncé à mon père que je me spécialiserais en pneumologie, il a été surpris. Ce n'est pas de la chirurgie, a-t-il dit, comme si j'avais choisi quelque chose d'insignifiant. Tu ne feras que soigner des malades chroniques. Où est ce défi? Où sont les résultats? Le résultat, c'est que les gens respirent, ai-je répondu. Il n'a pas contesté. Il a simplement hoché la tête et n'a plus jamais discuté de mon choix, comme s'il n'avait jamais été là. Quand j'ai terminé mon internat, il m'a proposé un poste dans sa clinique. Une affaire de famille, m'a-t-il dit. J'ai accepté car je pensais que c'était une chance de travailler à ses côtés, de faire enfin partie de quelque chose de plus grand que le simple statut de fille de Carmichael. Je pensais que ce serait un partenariat. La première année, j'ai passé plus de nuits dans la salle des internes qu'à la maison. Les horaires changeaient constamment. Certains étaient en arrêt maladie, d'autres ne se présentaient pas, d'autres refusaient tout simplement de prendre les cas difficiles. Les cas difficiles me revenaient. Les patients souffrant d'obstruction chronique, de fibrose, de complications post-Covid, tous ceux qui avaient besoin de longs programmes de rééducation plutôt que d'opérations rapides mais avec des résultats spectaculaires. Mon père battait son plein pour se forger une réputation. Chaque opération réussie faisait la une du journal local. Le chirurgien Carmichael a sauvé des vies. Le docteur Carmichael, l'espoir de la communauté. Il donnait des interviews, lançait des programmes caritatifs, son visage apparaissait sur les panneaux d'affichage. La clinique grandissait, et je grandissais avec elle, invisible, dans l'ombre de ses projecteurs. Nora est arrivée à la clinique un an après moi. Elle avait obtenu un master en gestion médicale et a immédiatement occupé le poste de directrice administrative. Je me souviens encore de ce jour. Mon père a convoqué une réunion, l'a présentée à tout le monde et a dit Nora va mettre de l'ordre dans nos finances. On peut lui faire confiance, elle est une Carmichael. La confiance envers les Carmichael était la monnaie d'échange dans cette clinique. Si vous portez ce nom, on vous fait confiance sans poser de questions. Si vous êtes Nora, on vous confie l'argent. Si vous êtes moi, on vous confie les patients dont personne d'autre ne veut. Les 2 premières années, je n'ai pas pensé à la propriété. Je pensais que cela viendrait naturellement. Je travaille, je m'investis, je crée des programmes et un jour mon père me dira simplement Claire, tu mérites ta part. Mais quand Nora a eu 30 ans, lors d'une réunion, mon père a annoncé Nora devient copropriétaire du cabinet. Elle a prouvé qu'elle pouvait gérer les finances aussi bien que moi. Je n'ai pas été prévenue, j'étais assise au bout de la table avec une tasse de café et j'écoutais simplement les applaudissements. Nora souriait de son sourire parfait, mon père lui serrait la main. Personne ne m'a regardé. Le soir, je suis entrée dans son bureau. Il signait des papiers sans lever la tête. Papa, ai-je dit, pourquoi pas moi? Il m'a enfin regardé, surpris, comme si j'avais posé une question absurde. Pourquoi pas toi? Pourquoi Nora a-t-elle reçu une part et pas moi? Je travaille ici aussi. Je suis aussi une Carmichael. Il a posé son stylo et croisé les bras sur sa poitrine.
Claire, tu es encore jeune, tu ne comprends pas comment fonctionne le monde des affaires. Nora gère les finances, elle a une vue d'ensemble, tu t'occupes des patients et c'est très bien, mais la propriété est une responsabilité qui exige de l'expérience. Non, j'ai 26 ans, dis-je. Nora avait 27 ans quand tu lui as donné une part. Nora est différente, rétorqua-t-il. Elle est prête à prendre des décisions difficiles. Tu t'attaches trop aux gens. C'est une bonne chose pour un médecin, mais pas pour un propriétaire. Je restais silencieuse, essayant de comprendre la logique, mais il n'y en avait pas. Il croyait simplement que j'étais celle qui soigne et non celle qui possède. Je m'y suis habituée très vite. J'ai continué à travailler, à prendre des gardes, à élaborer des programmes. Mon programme de soutien pulmonaire a commencé avec Howard Phelps, le mineur. Après sa sortie, il est revenu 6 mois plus tard, à nouveau avec une crise d'essoufflement. Mais cette fois-ci, je lui ai proposé non seulement des médicaments, mais aussi un système. Des rendez-vous réguliers, des groupes de soutien, des exercices de respiration. Cela a fonctionné. D'autres patients se sont joints à nous. Un an plus tard, nous avions tout un réseau de personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques qui ne se contentaient pas de survivre mais vivaient pleinement. J'ai déposé une demande de subvention auprès du Fonds régional de santé. J'ai rédigé le projet moi-même, j'ai passé des semaines à travailler sur les chiffres et les descriptions. Lorsque la réponse est arrivée, approuvée, 120 000 dollars pour 3 ans, j'ai failli pleurer de joie. Je me suis précipitée dans le bureau de mon père, la lettre à la main. Papa, regarde, la subvention a été approuvée. Mon programme va être financé. Il a pris la lettre, l'a lue et a souri. Excellent travail, ma fille. J'ai toujours su que tu étais capable de mieux. Une semaine plus tard, j'ai vu le procès-verbal de la réunion à laquelle je n'avais pas été invitée. Il y était écrit: la subvention d'un montant de 120 000 dollars sera répartie entre la modernisation des équipements, 70 000, l'agrandissement du service de chirurgie, 30 000, et le soutien au programme du docteur Carmichael, 20 000. 20 000 sur mes 120 000. J'ai trouvé Nora dans son bureau. C'est une erreur, je lui ai montré le procès-verbal. Quelle erreur? Elle n'a même pas levé les yeux de son écran. La subvention était destinée à mon programme. Pourquoi la majeure partie est-elle affectée à autre chose? Claire, dit-elle en me regardant enfin, la clinique est un organisme, tout est lié. Sans nouvel équipement, nous perdrons des patients. Sans l'agrandissement du service de chirurgie, papa ne pourra plus opérer les cas complexes. Ton programme est important, mais ce n'est pas le seul. Elle parlait comme si j'étais une enfant qui ne comprenait pas comment fonctionne le monde réel. Je suis allée voir mon père. Il était assis dans son fauteuil, en train de feuilleter quelque chose sur sa tablette. Papa, la subvention était pour moi. C'est moi qui ai rédigé le projet. Pourquoi l'argent a-t-il été distribué sans moi? Claire, n'en fais pas tout un plat, dit-il sans lever les yeux. Tu recevras ta part. Le reste servira au bien commun de la clinique. Tu veux que la clinique se développe, non? Je veux que mon travail soit reconnu, répondis-je. Nous le reconnaissons. Tu es une excellente médecin, mais la propriété, c'est autre chose. C'est du business. Je me tenais devant lui et je sentais quelque chose se briser lentement en moi. Pas se briser, pas encore. Juste craquer, comme la glace sous les pieds en hiver quand tu marches prudemment et que tu ne sais pas si le prochain pas tiendra. Je suis sortie du bureau, je suis entrée dans la salle des médecins, je me suis assise sur une chaise près de la fenêtre et j'ai regardé le parking. Sa voiture était garée là, un SUV sombre avec une plaque d'immatriculation personnalisée. À côté, il y avait l'élégante voiture grise de Norina et ma vieille Honda était garée dans un coin avec sa peinture écaillée et l'autocollant Respire plus profondément sur la lunette arrière. Alors, en cette soirée tranquille, alors qu'il n'y avait personne dans le couloir et que la dernière lumière du jour s'éteignait derrière la fenêtre, j'ai pensé pour la première fois: peut-être est-il temps que j'arrête d'attendre la permission. Mais je ne savais pas encore ce que cela signifiait et je ne savais pas combien cela allait me coûter. J'ai vu Seta pour la première fois dans le couloir de la clinique alors qu'il se tenait près de la salle des serveurs, un ordinateur portable à la main et l'air de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il va devoir travailler avec du matériel datant du siècle dernier. Il portait un jean et un t-shirt foncé, sans cravate, sans blouse blanche, un élément étranger dans un monde où tout le monde portait un badge. Nora se tenait à côté de lui et lui expliquait quelque chose à propos de l'intégration des systèmes. Il l'écouta puis dit: votre système de stockage de données est une pièce de musée. C'est étonnant qu'elle fonctionne encore. Nora serra les lèvres. Il sourit: mais on peut y remédier. Il faut juste du temps et un peu d'argent. Je passais avec mon dossier d'analyse. Nora lança: je vous présente Claire Carmichael, notre médecin-chef. Claire, voici Seth Dunley du service des logiciels médicaux. Il tendit la main, une poignée de main ferme. La médecin-chef, vous êtes donc la personne qui sait vraiment ce qui se passe ici. Je n'étais pas habituée à ce ton. On me présentait généralement comme la fille du docteur Carmichael. J'essaie, répondis-je. Alors aidez-moi à comprendre pourquoi votre base de données semble avoir été compilée par 3 personnes différentes dans 3 programmes différents. J'ai souri. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Il a ri brièvement, sincèrement. Nora a toussé. Si vous avez fini de plaisanter, j'ai une réunion. Elle est partie. Seth la regarda s'éloigner. Quelle femme joyeuse, Dieu, c'est un euphémisme. Les semaines suivantes, il vint tous les jours, il installa le système, forma le personnel, corrigea les erreurs. Il ne se contenta pas d'installer le programme, il essaya de comprendre comment nous travaillions. Un soir, il frappa à la porte de mon bureau. J'ai examiné les données de votre programme d'assistance pulmonaire. C'est impressionnant. Quoi exactement?
Vous avez réduit les réadmissions de près de 40% en 2 ans. C'est un chiffre considérable. Je n'avais pas l'habitude que quelqu'un examine mon travail à travers le prisme des statistiques. Merci. Vous n'êtes pas une simple médecin ici, a-t-il poursuivi. Tu es un atout irremplaçable. À ce moment-là, j'ai pris cela pour un compliment. Plus tard, j'ai compris que atout signifiait quelque chose qui avait de la valeur, quelque chose que l'on pouvait posséder. Nous avons commencé à nous fréquenter quelques mois plus tard, d'abord autour d'un café, puis d'un dîner, puis d'un week-end ensemble. Il me parlait des logiciels médicaux, des cliniques dans le pays, des problèmes d'intégration. Je lui parlais de mes patients, de mes programmes, de la difficulté de convaincre mon père que la rééducation n'était pas une perte de temps. Cesse m'écoutait. Il m'écoutait vraiment, il n'attendait pas simplement son tour pour parler. Lorsque je l'ai présenté à mon père, Gordon l'a considéré comme un allié potentiel. Tu vas épouser ma fille, cela signifie que tu fais partie de la famille. Et la famille Carmichael, c'est aussi une entreprise. Sèche a acquiescé. Je comprends. Alors tu vas nous aider à moderniser. Nous payons trop cher les entrepreneurs. Seth m'a regardé cherchant mon approbation. J'ai acquiescé. Je pensais que s'il aidait la clinique, cela nous renforcerait en tant que couple. Il a commencé à travailler presque gratuitement. Une rémunération symbolique. Il passait ses soirées à rédiger des rapports, à intégrer des données. Je le voyais assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et je me disais, il fait ça pour nous. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Une petite cérémonie, la famille, les amis, Nora était témoin. Pendant le toast, elle a dit: Claire a toujours été le cœur de notre famille. J'espère que Seth la complétera avec son intelligence. Les invités ont ri. Je serrai mon verre et essayai de ne pas penser qu'elle insinuait que je manquais d'intelligence. Les premiers mois ont été simples. Petit déjeuner, garde, soirée sur le canapé. Nous parlions de l'avenir, des enfants, d'une maison plus grande, quand la situation se stabiliserait. Mais au cours de ces mois, quelque chose a changé. Sèche restait plus souvent en réunion avec Nora. Nous discutons d'un nouveau système de reporting. Nora veut intégrer les financements à la base, c'est compliqué. Je ne contestais pas. Mais ensuite, j'ai remarqué des détails, des messages de Nora tard le soir. Regarde le fichier. Nous devons en discuter en privé. Le mot en tête-à-tête m'a piqué au vif. Pourquoi Nora m'écrit-elle à 21 heures? Des questions professionnelles. Elle ne comprend pas les détails, alors elle pose des questions. Elle pourrait poser ces questions pendant la journée. Claire, n'en fais pas tout un plat. J'ai commencé à entendre le mot problème plus souvent. N'en fais pas un problème. Tu exagères. Ce n'est que du travail. Des réunions privées ont commencé à avoir lieu. Nora et moi allons voir le sous-traitant. Nora m'a demandé de préparer une présentation pour les investisseurs. Toujours Nora, toujours sans moi. Un soir, en allant chercher les clés à la clinique, j'ai entendu leur voix dans le bureau de Nora. La porte était entr'ouverte, la voix de Seth. Si elle n'est pas d'accord, nous trouverons un moyen de contourner le problème. La voix de Nora. Elle sera d'accord. Il suffit de bien présenter les choses. Je me suis figée, serrant les clés dans ma main. De quoi parlait-il? Quel accord? Pourquoi me contourner? Je ne suis pas entrée, je suis simplement partie. Quand Seth est revenu, je lui ai demandé: Où étais-tu? Chez Nora. Je l'ai aidé avec ses rapports, jusqu'à 20 heures. Il y a beaucoup de travail, tu le sais bien. Il m'a embrassée sur le front et est allé prendre une douche. Je me suis assise sur le canapé et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais l'impression d'être de trop. Les semaines suivantes, j'ai observé leurs blagues sur les médecins trop empathiques, leurs regards à travers la table, leur synchronisation, comme s'ils formaient un couple et que j'étais une étrangère. Un matin, alors que Seth était parti à une réunion, j'ai ouvert notre ordinateur portable commun. Je ne cherchais rien de particulier. J'ai simplement ouvert le dossier Fichier de travail. Il y avait une présentation intitulée Aeroline Health Partnership Proposal. J'ai cliqué, les diapositives se sont chargées, le logo Aeroline, des graphiques, la description de la clinique, les finances, puis la diapositive actif clé de la pratique. Premier point, programme de soutien pulmonaire du Dr Carmichael, méthode de rééducation unique, réduction des réhospitalisations de 42%. Sous le texte, un tableau des auteurs, propriétaire du programme, Dr Gordon Carmichael, fondateur, Nora Carmichael, directrice administrative, Seth Dunley, consultant technique. Mon nom apparaissait en dessous, en petits caractères. Superviseur clinique, Dr Claire Carmichael. Superviseur, pas auteur, pas propriétaire. Superviseur. Je relisais encore et encore, essayant de me convaincre que c'était une erreur. Mais la date de la dernière modification était hier, et à la fin, la liste des contacts. Gordon, Nora, Cess, je n'y figurais pas. J'ai fermé mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient pas, je ne ressentais aucune colère, seulement une froide lucidité qui survient lorsque vous voyez enfin ce que vous essayez d'ignorer. Mon mari, ma sœur et mon père ont conclu un accord sur mon travail, et aucun d'entre eux n'a jugé nécessaire de mettre mon nom sur la liste des propriétaires. Je me suis assise dans l'appartement vide et j'ai réfléchi: combien de temps encore allait-il me contourner dans ma propre vie? Mon père avait fixé la réunion au lundi à 8 heures du matin alors que les gens n'avaient pas encore fini leur café. Il pensait que c'était à ce moment-là qu'ils étaient le moins enclins à contester. Je suis arrivée 15 minutes plus tôt et je me suis assise dans un coin avec un gobelet en papier rempli d'expresso. Nora est arrivée avec un dossier sous le bras et l'expression faciale qui précède les annonces importantes. Mon père est entré en dernier, vêtu d'un costume bleu foncé, avec le sourire de quelqu'un qui sait déjà comment la conversation va se terminer. Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter d'une grande nouvelle pour la clinique.
Nora alluma le projecteur. Le logo Aeroline Health apparut à l'écran, un grand réseau qui absorbait les petits cabinets. J'avais déjà vu ce logo dans la présentation de CES. Aeroline propose un partenariat, commença Nora. Ils investissent des capitaux, nous unifions les protocoles, nous obtenons des ressources, équipements, formation, marketing, une perspective fantastique. Mon père acquiesça. Nous conservons le contrôle des décisions cliniques, mais la partie financière devient plus stable. Je restais silencieuse, regardant les diapositives, puis celle avec mon programme apparut. Le même texte, la même liste de propriétaires, où je suis curatrice. L'un de nos points forts, a indiqué Nora en montrant l'écran, est notre programme de rééducation unique. Aeroline y voit un grand potentiel d'expansion. J'ai posé mon verre sur la table. Et qui sera propriétaire après l'accord? Nora m'a regardé avec surprise. Enfin, la clinique, bien sûr. Le programme a été créé ici, il fait partie des actifs. J'ai créé ce programme, j'ai rédigé les protocoles, recruté les patients, obtenu une subvention. Mon père est intervenu avec douceur mais fermeté. Claire, tu as travaillé dans le cadre de la clinique. Tout ce qui est créé ici appartient à la clinique. C'est la procédure standard. Standard pour qui? Pour moi ou pour ceux qui décident à qui appartient quoi? Nora soupira. Ne compliquons pas les choses. Héroline vous propose un poste formidable, celui de directrice médicale, un bon salaire, des primes, un statut, mais sans participation. Le nouveau partenaire ne veut pas disperser le capital, expliqua mon père. Nora et moi restons les fondateurs. Tu obtiens un poste de direction, c'est juste. Je me levai. Je veux racheter la participation. Au lieu de Géroline, vendez-moi une partie du cabinet. Je prendrai un crédit, je m'occuperai des formalités. Silence. Mon père a échangé un regard avec Nora. Claire, tu ne comprends pas l'ampleur de la chose. Une part coûte très cher, beaucoup plus que ce que tu peux te permettre. Je peux prendre un crédit en garantissant notre maison. Ce n'est pas raisonnable, a rétorqué Nora. Tu risques tes biens personnels pour une entreprise que tu ne sais pas gérer. Pourquoi penses-tu que je ne sais pas la gérer? Parce que tu es médecin, pas gestionnaire, comme tu es doué dans ton domaine, mais la gestion, c'est autre chose. Ce sont des chiffres, de la stratégie, des risques. Alors montre-moi les rapports financiers des 3 dernières années. Si je ne sais pas, apprends-moi au moins. Mon père intervint avec irritation. Claire, nous n'avons pas le temps. La décision doit être prise maintenant. Donnez-moi une semaine. Je vais tout étudier moi-même. Mon père leva la main pour arrêter Nora. Une semaine, mais pas plus. Le soir, je suis rentrée à la maison. Seth était assis dans la cuisine avec son ordinateur portable. J'ai posé mon sac et j'ai dit: Je dois te parler du crédit. Quel crédit? Avec la maison en garantie. Je veux racheter une part de la clinique. Il a fermé son ordinateur portable. Claire, tu es sérieuse? Oui, silence, tu ne peux pas te le permettre. Les mêmes mots, exactement les mêmes que ceux de mon père et de Nora. C'est stupide, a-t-il poursuivi. Tu mets en péril notre maison pour une entreprise instable. Instable, la clinique existe depuis 20 ans. Il a soupiré. Je ne veux pas que tu fasses une erreur. Ton père et Nora s'y connaissent mieux. Peut-être vaut-il mieux leur faire confiance. Je m'assis en face de lui. Tu as aidé à préparer la présentation pour Héroline? Il se figea. Quoi? Tu l'as faite avec Nora? Pause trop longue. J'ai aidé pour la partie technique. Nora m'a demandé de faire les graphiques. C'était juste du travail. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ce n'était pas un secret. Je ne pensais pas que c'était important. Il mentait. Pas complètement, mais en partie. J'ai passé les jours suivants devant mon ordinateur. Je descendais dans les archives de la clinique tard le soir, quand tout le monde était parti, et je parcourais les rapports des 3 dernières années. Au début, tout semblait normal, puis j'ai remarqué des détails. Service de consultation. 20 000 par mois sans indication de l'exécutant. Assistance technique. 15 000 par trimestre, alors que Seth travaillait gratuitement. Frais administratifs, des montants qui ne correspondaient pas aux autres documents. J'ai pris des photos et je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert les fichiers de CEF, nous partagions le même compte. Dans le dossier archives, j'ai trouvé des tableaux avec des virements. Une partie de l'argent allait sur les comptes de sociétés offshore. L'une d'elles avait les initiales NK, Nora Carmichael. Quelqu'un avait retiré de l'argent pendant des années. De petites sommes, avec précaution, et Seth l'aidait. Le lendemain matin, je suis retournée aux archives. Je cherchais des dossiers médicaux. Il y a quelques années, j'en avais parlé d'un cas difficile, après quoi mon père n'était pas apparu en public pendant 2 semaines. J'ai trouvé le dossier médical de Robert Gain, 58 ans, opération cardiaque, chirurgien, Gordon Carmichael, hémorragie imprévisible. Le patient est décédé 2 jours plus tard. Dans un dossier caché, il y avait un rapport détaillé. Contrairement au protocole, aucun test de coagulation n'a été effectué avant l'opération. Décision de poursuivre sans consultation. Les complications étaient prévisibles. En bas, recommandation de l'auditeur, informer la commission médicale de l'État. Cela n'a pas été fait. Quelqu'un a caché le rapport dans la cave, j'ai photographié chaque page. Le soir, je suis restée chez moi avec mon téléphone à regarder les photos. Des manipulations financières, une erreur cachée. Une présentation de mon travail comme s'il s'agissait de la propriété d'autrui. J'avais toutes les pièces du puzzle. J'aurais pu aller voir mon père pour lui demander des explications, il se serait justifié. J'aurais pu aller voir un avocat, cela aurait pris des années.
ou m'en servir comme d'un atout, pas pour me venger, pour négocier. J'ai ouvert mon bloc-notes et j'ai commencé à rédiger un plan, précis, étape par étape, sans émotion, ce que je dirais, les conditions, les preuves, comment le forcer à accepter. Je ne savais pas si j'aurais le courage, mais je savais que si je n'essayais pas maintenant, je resterais à jamais celle qui attend la permission. Et cette fois, je n'avais pas l'intention d'attendre. Les gardes de nuit faisaient ressembler la clinique à un autre bâtiment. Le jour, elle bourdonnait de voix et de signaux de moniteurs. La nuit, tout s'apaisait jusqu'à ne plus entendre que quelques sons isolés. Cette fois-ci, je devais rester jusqu'au matin, mais le patient s'est stabilisé plus rapidement. J'ai terminé l'examen et j'ai décidé d'aller chercher les papiers dans l'aile administrative, ceux que Nora avait oublié de me donner. J'ai monté les escaliers jusqu'au troisième étage. Le secteur administratif est généralement désert la nuit, mais un mince rectangle de lumière filtrait sous la porte du bureau de Nora. J'ai entendu un gémissement, un son étouffé et saccadé. Au début, j'ai pensé, quelqu'un ne se sent pas bien. Je me suis approchée. La porte était fermée mais pas à clé. Puis j'ai entendu la voix de Seth. Plus fort, quelqu'un pourrait nous entendre. Je me suis retrouvée clouée au sol. La porte s'ouvrait sans bruit, alors je l'ai entr'ouverte de quelques centimètres. Sur le bureau de Nora, où se trouvaient habituellement les rapports, étaient désormais éparpillés des papiers et la chemise de Cess. Dans la pénombre, je voyais son dos au-dessus du corps de Nora, sa blouse défaite, ses mains sur ses épaules. Leur mouvement était trop précis pour être une erreur ponctuelle. Je n'ai pas dit un mot, je suis restée debout, agrippée à la poignée froide. Nora m'a vue la première. Elle s'est figée, son visage a changé, mais pas par honte. Tout sauf de la honte. Elle a poussé Cesse de l'épaule et il s'est retourné. Claire, j'ai lâché la poignée. Continuez, je ne veux pas faire d'histoire, n'est-ce pas? Seth a sauté de la table, essayant de boutonner son pantalon. Nora a tiré sur son chemisier. A-t-il commencé. C'est arrivé une seule fois. A rapidement expiré Nora. Juste une journée difficile, beaucoup de tension, une seule fois, ai-je répété. Bien sûr, et tout le reste, c'est une mise en scène. Seth a fait un pas vers moi. Claire, écoute, c'est une erreur, nous. Vous, l'ai-je corrigé? Pas nous. Je l'ai regardé, cherchant quelque chose dans ses yeux. La culpabilité était là, mais mêlée à la peur, pas pour moi, mais pour lui-même. Cela n'a rien à voir avec vous en tant que médecin, est intervenue Nora d'un ton professionnel. Ne mélangez pas le personnel et le professionnel, j'ai ri brièvement. Vous avez déjà tout mélangé pour moi, le lit, les finances, les présentations. Nora a serré les mâchoires. Évitons les crises. Nous sommes adultes, c'est arrivé, nous allons régler ça. Vous avez déjà réglé ça. Sans moi, je suis sortie sans claquer la porte. Je ne voulais pas leur donner le plaisir de voir un geste théâtral. Je suis restée longtemps assise dans ma voiture sur le parking. Je respirais lentement, je regardais la fenêtre sombre de la clinique. J'avais l'impression de regarder un bâtiment qui appartenait à une autre femme. À la maison, j'ai versé de l'eau dans un verre qui tremblait dans ma main. Ce n'était pas la trahison qui me rendait malade, mais la répétition. Tout cela s'était déjà produit dans notre famille. J'ai sorti du tiroir une vieille boîte en carton de ma mère contenant de vieux papiers. Parmi les documents, j'ai trouvé un dossier portant le cachet de la clinique. Le nom de la femme que j'avais entendu murmurer autrefois, une infirmière qui travaillait avec mon père. Dans le rapport de sortie de l'hôpital, accident de la route, alcool dans le sang. Puis un rapport interne, plainte pour relations non professionnelles entre Gordon et une employée, recommandation à la commission disciplinaire. Et une lettre de l'avocat, l'affaire a été réglée en interne, la plainte a été retirée, la signature de mon père et la démission de ma mère pour raison de santé. L'année où elle a vraiment commencé à boire, Gordon Carmichael a bâti sa clinique comme un empire. Les femmes devaient soit servir, soit s'éclipser discrètement. Ma mère s'est réfugiée dans la bouteille. Nora a appris à jouer selon ses règles. Et j'ai essayé de rester entre les deux. J'ai fermé le dossier et j'ai ressenti un soulagement. Non pas à cause de la vérité, mais parce qu'elle était devenue un tableau complet. Cess a envoyé un message. Je n'ai même pas regardé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai déroulé les preuves que j'avais rassemblées. Photos de rapports financiers, virements vers des comptes douteux, cas médical caché, présentation de mon programme comme un actif étranger. Les larmes ne sont pas venues. Une lucidité implacable m'a envahi. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai écrit l'objectif est d'obtenir une part et des pouvoirs réels. Puis, outils. J'ai dressé une liste point par point, rapport caché sur l'erreur de mon père, documents financiers sur le retrait de fonds, la relation entre Sèche et Nora, qui soulève des questions sur la transparence des décisions. Ensuite, risque. On me traitera de traîtresse, les rumeurs se répandront, la clinique perdra sa réputation. Ma carrière sera menacée, j'ai noté chaque risque. Et à côté, la question, que m'arrivera-t-il si je ne fais rien? La réponse est simple, je resterai sans part, sans voix, dans un mariage où l'on me traite comme une marchandise. J'ai écrit stratégie. Pas de scènes émotionnelles, pas de cris, silence et porte close. J'ai besoin d'un moment où tout le monde, mon père, Nora, Cess, sera réuni. La réunion du conseil d'administration sous Héroline convenait parfaitement. J'ai rédigé ce que j'allais dire. Quels documents je montrerai, lesquels je garderai en réserve. Comment je proposerai un accord. Ils vendent leur part à un prix raisonnable, enregistrent les droits d'auteur du programme, donnent les pouvoirs. En échange, je ne porte pas l'affaire devant la commission et la presse. Enfin, les options de réserve. Que faire en cas de refus, à qui m'adresser.
Quels avocats vais-je engager? J'ai noté le nom d'une journaliste d'un blog médical qui aimait ce genre d'histoire. J'ai relu le plan du début à la fin, ce n'est plus une histoire de trahison, c'est une histoire sur la façon dont je vais réagir. J'ai fermé mon ordinateur portable, je n'ai pas peur, ni de mon père, ni de Nora, ni de ce qu'ils diront. Ce serait plus effrayant de rester là où je suis. Mon téléphone a clignoté pour signaler un message de Seth. Il faut qu'on parle. J'ai regardé l'écran et j'ai souri pour la première fois sans amertume. Oui, il fallait qu'on parle, mais cette fois-ci, à mes conditions. La réunion du conseil a commencé par un sentiment de déjà-vu. La même salle, la même table, le même café bon marché, les membres du conseil, l'avocate, le représentant de Géroline, Nora dans son tailleur impeccable, mon père en costume bleu foncé. Il y avait un nouveau visage, une journaliste d'un blog médical local que Nora avait invité pour faire de la pub. Bonjour, a commencé mon père. Aujourd'hui, nous faisons un pas vers l'avenir de la clinique. Nora a allumé le projecteur, une présentation que je connaissais déjà, le logo de Géroline, des graphiques, des promesses de synergie. La journaliste se penche en avant, son smartphone discrètement allumé en mode enregistrement. Le partenariat apportera de la stabilité, dit Nora. Des investissements, de nouveaux protocoles, du marketing. Nous conservons notre autonomie clinique. Et nous cédons une partie du réseau tout en conservant le contrôle entre les mains de la famille Carmichael, ajoute mon père. Je me lève. Avant le vote, je voudrais faire une déclaration en tant que médecin-chef. Nora lève légèrement les yeux au ciel. Claire, évite, commence le père. Au contraire, vas-y. J'ouvre mon ordinateur portable. Une question de sécurité clinique. J'affiche l'historique de Robert Gaines à l'écran. Numéro, diagnostic, date de l'opération. Nom du chirurgien. Silence. Dans ce cas, le protocole n'a pas été respecté. Aucune analyse de coagulation n'a été effectuée, aucun deuxième chirurgien n'a été appelé. L'audit interne a recommandé d'en informer la commission. Cela n'a pas été fait. L'avocate se fige, le représentant de Géroline pâlit, la journaliste serre son téléphone. Claire, c'est une affaire interne, lance sèchement mon père. Nous ne rendons pas ces choses publiques. Publiquement, je regarde la journaliste. C'est vous qui avez invité la presse, pas moi. Nous ne sommes pas ici pour ressasser de vieilles histoires. Intervient Nora. Au contraire, je me tourne vers le conseil. Conformément au statut, le médecin-chef a le droit d'initier une révision des privilèges si les protocoles ont été violés et dissimulés. L'avocate acquiesce. Oui, c'est stipulé, je prends une inspiration. En tant que médecin-chef, j'initie donc la révision du cas du docteur Gordon Carmichael et je lui retire temporairement ses privilèges hospitaliers jusqu'à la fin de l'enquête. Silence. Quelqu'un pose son stylo, le représentant de Héroline s'éloigne brusquement. Dans ces circonstances, la société ne peut pas poursuivre les négociations. Nous avons besoin d'une pause. L'interrompt Nora. 15 minutes plus tard, nous sommes dans une salle d'opération vide. Le carrelage résonne de chaque son, mon père est au milieu, Nora près du mur, Seth plus près de la porte. Tu as perdu la tête, dit mon père. Tu as mis en péril tout ce que j'ai construit. Non, j'ai révélé ce que tu cachais. Tu as ruiné l'accord, ajoute Nora. Tu te rends compte du temps que nous avons perdu? Toi, pas nous. Seth reste silencieux, regardant tour à tour mon père et moi. Claire, dit mon père en s'approchant, c'est une affaire de famille. Nous aurions pu régler cela entre nous, et toi, tu as organisé un procès public. Une famille? Je souris. Cela fait longtemps que ce n'est plus une famille. Il rougit. Tu vas nous détruire. Pourquoi? Pour m'avoir offensé? Pour la part de l'entreprise que j'ai gagnée? Pour le droit de posséder ce que je crée? Je pose le dossier sur la table, il le regarde comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Voici les copies du rapport sur Gain, les documents financiers avec les retraits de fonds, la présentation où mon programme est devenu votre actif, plus les circonstances que l'auditeur qualifiera de conflit d'intérêts. Nora serre les dents. Tu me menaces. Non, je vous propose un accord, je le dis calmement, presque sereinement. Vous me vendez un quart du cabinet au prix du marché. Vous me nommez associé à part entière avec droit de veto sur les décisions importantes. Je contracte un emprunt, je règle la dette et j'oublie l'erreur de mon père, les montages financiers et vos projets créatifs avec mon programme. Seth tressaille. Sinon, demande Nora à voix basse. Sinon, je transmets les documents à la commission et à la presse. Géroline refusera et votre réputation sera ruinée. La joue de mon père se crispe. Tu vas détruire la famille. Pourquoi faire? Vous l'avez détruite il y a des années. Cela fait longtemps que ce n'est plus une famille, mais un nid de vipères corporatif. Donc, selon les règles du jeu, je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Donne-le-moi ou paie. Il n'y a pas d'autre option. Silence. Nora regarde son père. Son regard exprime une arithmétique pure. C'est du chantage, murmure Seth. C'est du marchandage. Du chantage, c'est ce que vous avez fait pendant des années. Il baisse les yeux. Claire, dit Nora lentement, tu comprends que la clinique pourrait ne pas survivre. Je comprends. Mais je ne veux plus être la seule à payer pour vos décisions. L'avocate se tient près de la porte. Ce que vous proposez est juridiquement possible. La question est seulement celle du prix et des conditions. Le père la regarde. Vous êtes de son côté? Je suis du côté de la lettre de la loi. Si Madame Carmichael transmet les documents, les conséquences seront graves. Je ne signerai pas, siffle le père. Je ne céderai pas une partie de ce que j'ai construit. Alors vous risquez de tout perdre, dit Nora d'un ton sec, et nous avec vous.
Il la regarde. Pour la première fois, il voit non pas une fille obéissante, mais une partenaire avec ses propres calculs. Nous pouvons discuter du pourcentage. Un quart, c'est beaucoup. Un quart, c'est le minimum. Sinon, nous ne commencerons pas. Les négociations durent longtemps. Ils essaient de faire baisser le prix, proposent des postes, des bonus, je répète, par partenariat, droit de veto. Les chiffres apparaissent. Un énorme crédit sur 10 ans. Mais c'est la première fois que je m'endette pour quelque chose qui m'appartient. Finalement, l'avocate dit: je peux préparer un accord préliminaire, à condition que tous les trois soient d'accord, tous les trois, elle me compte parmi eux. Je ne. Mon père craque. Il regarde Nora et Seth, il voit la peur. D'accord, un accord préliminaire. Je ne suis pas encore obligée de signer l'accord définitif. Bien sûr, nous aurons le temps de tout réfléchir. L'avocate remplit rapidement le formulaire, inscrit les pourcentages, stipule le droit de rachat ultérieur. Sur le papier apparaît Dr Claire Carmichael, associée avec une part de 25% et un droit de veto sur les décisions stratégiques. Je regarde ces mots et je sens quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'est pas de l'euphorie, c'est le clic discret d'un verrou qui se met en place. Mon père signe le premier, sa main tremble légèrement, puis Nora signe rapidement. Seth signe en dernier, d'une écriture minuscule, comme s'il se cachait. Je prends le stylo, je m'arrête un instant, des images défilent devant mes yeux. Howard Phelps, maman avec sa bouteille, Nora et Seth, papa derrière la tribune. Je signe, l'avocate reprend les papiers. Je préparerai le dossier définitif d'ici la fin de la semaine. Personne ne saura rien, marmonne papa. Je souris à peine. Cela dépendra de votre comportement à l'avenir. Nous sortons un par un. D'abord l'avocate, puis Cess, qui évite mon regard. Nora s'attarde. Tu penses avoir gagné. Je sais que j'ai arrêté de perdre. Elle s'en va. Nous restons seuls avec mon père. C'est ta victoire demande-t-il. C'est ainsi que tu voulais la remporter? Je voulais que vous ne me preniez pas ce qui m'appartient. C'est vous qui avez choisi la méthode. Il me regarde longuement d'un air grave, son regard trahit la fatigue et l'offense. Car Michael ne trahit pas sa famille. Tu te souviens? Je m'en souviens. C'est pourquoi j'ai mis si longtemps à croire que vous m'aviez trahi les premiers. Je sors dans le couloir, j'ai une copie de l'accord dans la main. Le papier est fin, mais il pèse plus lourd que toutes leurs promesses. Je ne sais pas combien de coups cet accord va encore porter, mais je sais que si quelqu'un veut prendre quelque chose, il devra faire face à quelqu'un qui a appris à négocier. Le premier mois après la signature de l'accord a ressemblé à un dégel après un long hiver. Tout ce qui semblait figé s'est soudainement mis en mouvement, mais de manière chaotique et imprévisible. Aeroline Health a officiellement retiré son offre une semaine plus tard. Leur avocat a envoyé une lettre avec la mention à la suite d'une nouvelle analyse des risques. En réalité, cela signifiait: nous ne voulons pas traiter avec une clinique qui lave son linge sale en public lors des réunions du conseil d'administration. Nora n'est pas sortie de son bureau pendant 2 jours. Mon père n'est venu qu'une seule fois à la clinique pour récupérer ses effets personnels dans le bloc opératoire, et il est passé devant moi dans le couloir sans lever les yeux. Seth m'a envoyé un message. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je pars chez mon frère à Portland. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise dans mon bureau, désormais officiellement le mien, avec une plaque Dr Claire Carmichael, copropriétaire du cabinet, sur la porte, et j'ai dressé une liste. Pas de vengeance, pas de rancune, une liste de choses à corriger. Premier point, trouver un nouveau financement pour remplacer Héroline. Deuxième point, vérifier tous les flux financiers et fermer les canaux douteux. Troisième point, réécrire les protocoles internes afin qu'aucune opération ne puisse plus être dissimulée pour préserver la réputation. J'ai commencé par passer des coups de fil. J'ai appelé le Fonds régional de santé avec lequel j'avais déjà travaillé sur une subvention. J'ai expliqué la situation sans entrer dans les détails, mais en toute honnêteté, nous avions perdu un investisseur, mais nous avions un programme de rééducation qui fonctionnait et donnait des résultats. Ils m'ont proposé un rendez-vous. J'ai ensuite appelé le syndicat des employés des entrepôts et des usines locaux. Leurs membres venaient souvent nous voir pour des problèmes pulmonaires, poussière, produits chimiques, conditions de travail difficiles. J'ai proposé un partenariat. Nous offrons à leurs membres des réductions sur le programme de soutien. Ils financent une partie des coûts par le biais du fonds syndical. Ils ont accepté de me rencontrer. En 2 semaines, j'avais 3 accords préliminaires au lieu d'un seul grand accord d'entreprise. Moins d'argent, mais plus de contrôle. Et surtout, aucune condition relative à l'unification des protocoles ou au transfert de propriété intellectuelle. Lorsque j'ai annoncé cela lors de la réunion suivante, Nora a écouté en silence, serrant son stylo. À la fin, elle a dit: ce n'est pas stable. 3 petits partenaires au lieu d'un seul grand, c'est un risque. Un seul grand partenaire qui dicte ses conditions, c'est aussi un risque, ai-je répondu. Mais dans ce cas, nous perdons tout d'un seul coup. Elle n'a pas contesté. Elle a simplement hoché la tête et a quitté la salle la première. Je voyais à quel point cela lui faisait mal. Pour la première fois depuis des années, elle n'était plus celle qui contrôlait la situation financière. Mon père est arrivé à la clinique un mois après la signature. Officiellement, il avait pris sa retraite de son plein gré pour raison de santé. En réalité, il y avait été contraint. La commission médicale n'avait pas enquêté sur l'affaire Robergen. Je n'avais pas déposé de plainte, comme je l'avais promis. Mais un accord interne stipulait qu'il ne pratiquerait plus d'opérations. Il pouvait rester consultant, venir donner des conseils aux jeunes chirurgiens, participer aux cas complexes, mais sans avoir le droit de prendre des décisions de manière indépendante. Quand je l'ai vu pour la première fois après l'accord, il se tenait dans le couloir près de son ancien bureau et regardait la nouvelle plaque Dr Emile Chandler, chirurgien. Le jeune médecin que j'avais embauché un mois auparavant, compétent, sans ambition de devenir une légende, juste un professionnel honnête. Tu m'as remplacé.
a dit mon père sans se retourner. J'ai embauché un chirurgien, ai-je répondu. La clinique a besoin d'un chirurgien. Il s'est retourné, son visage était vieilli, fatigué, un homme qui avait l'habitude d'être au centre et qui était désormais devenu périphérique. Tu penses que c'est juste? J'avais envie de dire oui. J'avais envie d'énumérer toutes les années pendant lesquelles il avait pris des décisions à ma place, utilisé mon travail, caché mes erreurs, mais à la place, je me suis contentée de dire je pense que c'est nécessaire. Il a hoché la tête, s'est retourné et est parti. Nous n'avons plus jamais reparlé de justice. Le divorce avec Seth a été rapidement prononcé. Il ne s'y est pas opposé, n'a pas essayé de partager les biens. Il a simplement signé les papiers et déménagé à Portland où il a trouvé un emploi dans une start-up. Il m'envoyait parfois des lettres sèches avec des notes de repentir qui ressemblaient plutôt à des justifications. Je ne voulais pas que cela arrive. Je pensais agir pour le bien de tous. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler en amis. Je ne répondais pas, non pas parce que je le détestais, je ne voyais simplement pas l'intérêt de rester en contact avec quelqu'un qui avait choisi de s'allier à Nora plutôt que d'être honnête avec moi. Mais un jour, en passant devant la maison de Nora, j'ai aperçu par hasard sa voiture dans l'allée. Il était tard dans la soirée, les lumières étaient allumées. Je ne me suis pas arrêtée, j'ai simplement continué ma route. Ils étaient toujours ensemble, dans une configuration que je ne voulais plus comprendre. Ma mère est devenue une alliée inattendue. Lorsque le scandale familial a éclaté, pas dans la presse, mais parmi nos proches. Elle a commencé à parler normalement pour la première fois depuis des années. Pas de mon père, d'elle-même. Nous étions assises dans la cuisine de son petit appartement où elle avait emménagé après son divorce avec Gordon 10 ans auparavant, mais où elle n'avait en fait jamais vraiment commencé à vivre. Elle tenait son verre de vin à deux mains et me regardait comme si elle me voyait pour la première fois. Je pensais que tu serais comme moi, dit-elle doucement, que tu craquerais aussi. Tu n'as pas craqué, répondis-je. Tu as survécu. Elle a secoué la tête. J'ai bu, je me suis enfuie. Ce n'est pas survivre. Mais tu es toujours là, ai-je dit, et cela signifie que tu peux recommencer autrement. 2 semaines plus tard, elle a accepté de suivre un programme de traitement de l'alcoolisme. Je l'ai aidée à remplir les documents, je l'ai conduite à ses rendez-vous. Parfois, je me suis simplement assise à côté d'elle quand elle avait du mal. Une nouvelle intimité s'est développée entre nous, pas une idylle mère-fille, mais quelque chose d'autre. Deux femmes qui avaient survécu dans un même système et qui essayaient maintenant de trouver qui elles pouvaient être en dehors de celui-ci. Beaucoup de choses ont également changé à la clinique. J'ai réécrit les protocoles financiers, mis en place un système de reporting transparent où chaque virement devait être justifié. Nora a d'abord résisté, puis s'est résignée. Elle est restée administratrice, mais désormais, toutes les décisions importantes passaient par le conseil des associés, où j'avais un droit de veto. Un jour, un homme d'environ 35 ans, vêtu d'une blouse bleue usée d'ambulancier, a frappé à la porte de mon bureau. Il avait les tempes légèrement grisonnantes et un sourire ironique. Docteur Carmichael, je m'appelle Lenny Router. J'ai été invitée à passer un entretien pour un poste dans le programme d'assistance pulmonaire. Je me suis souvenu de son CV. Il avait travaillé comme ambulancier dans de petites cliniques, s'occupant de la rééducation des patients après un AVC ou un traumatisme. Il n'avait pas d'expérience en pneumologie, mais son approche était la bonne. Ne pas soigner la maladie, mais aider la personne à vivre avec. Pourquoi voulez-vous travailler ici? Lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Parce que votre programme est le seul qui ne prétend pas que les patients chroniques guériront, mais qui dit honnêtement, nous vous aiderons à respirer plus facilement. C'est rare. Il a rejoint l'équipe une semaine plus tard. Nous avons travaillé ensemble à l'élargissement du programme. Groupe de soutien, exercices respiratoires, apprentissage des patients à vivre avec leurs limitations. Lenny avait un don étrange. Il parlait aux gens comme s'ils n'étaient pas des patients, mais simplement des personnes confrontées à un problème délicat. Sans pitié, sans pathos. Un matin, alors que nous discutions d'un cas difficile autour d'un café dans la salle des médecins, il m'a dit: Tu ne ressembles pas au Carmichael dont tout le monde parle ici. J'ai souri. Je ne veux pas leur ressembler. C'est bien, a-t-il répondu. Il vaut toujours mieux être soi-même que d'être la copie de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas du flirt, juste un constat, mais cela m'a soulagé que quelqu'un me voie non pas comme la fille de Gordon ou celle qui a fait un scandale, mais comme le docteur Claire qui fait simplement son travail. Le premier trimestre bénéficiaire après la réorganisation s'est terminé à la fin de l'été. J'étais assise dans mon bureau, le rapport financier sous les yeux, et je relisais les chiffres pour la troisième fois, incrédule. La clinique n'avait pas seulement survécu, elle avait enregistré une croissance. Modeste, seulement 8% par rapport à l'année précédente, mais stable. Les nouveaux partenariats fonctionnaient. Les programmes attiraient des patients, la transparence financière avait réduit les dépenses administratives qui auparavant partaient en fumée. J'ai imprimé le rapport, l'ai mis dans un dossier et suis allée voir Nora. Elle était assise à son bureau, feuilletant quelque chose sur sa tablette. Elle a levé les yeux quand je suis entrée. Le rapport trimestriel, ai-je dit en posant le dossier devant elle. Elle l'a ouvert et a rapidement parcouru les pages. Son visage est resté impassible, mais ses doigts ont serré un peu plus fort la tablette. Plus 8%, a-t-elle finalement dit. Pas mal. Je pensais que tu dirais je te l'avais bien dit, ai-je répondu. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait pas de haine dans son regard, plutôt de la fatigue et quelque chose qui ressemblait à de l'acceptation.
Je n'aime pas toujours avoir tort, a-t-elle dit. Mais parfois c'est utile. Je suis sortie de son bureau et j'ai soudainement senti quelque chose se détendre en moi. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas un triomphe, juste une compréhension calme et tranquille. J'avais fait ce que je voulais. Je n'avais pas brisé le système, je l'avais reconstruit. Et maintenant, je devais comprendre quoi faire ensuite. L'année s'est écoulée comme si le temps avait enfin trouvé le bon rythme, ni trop lent pour rester coincé dans le passé, ni trop rapide pour passer à côté des changements. La clinique ne ressemblait plus à la monarchie paternelle où une seule personne décidait du sort des autres. C'était désormais une structure avec des protocoles clairs, des décisions prises en équipe et des finances transparentes. Les réunions avaient lieu une fois par semaine, chaque partenaire avait son mot à dire et les décisions importantes n'étaient prises qu'après discussion. J'ai cessé d'avoir peur que quelqu'un me vole mon travail. Au contraire, je la partageais délibérément. Nous avons officiellement enregistré le programme de rééducation pulmonaire comme propriété intellectuelle de la clinique, mais en indiquant clairement les auteurs, mon nom figurait en premier, suivi des noms de toutes les personnes qui avaient travaillé à l'élaboration des protocoles. Lenny Reuter, un nouvel assistant médical, a ajouté une section sur les techniques respiratoires. Émile Chandler, un chirurgien, a proposé des ajouts concernant le soutien post-opératoire. Ce n'était plus mon programme, c'était le programme de l'équipe. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est devenu plus fort. Un jour, une représentante de l'association médicale de l'État m'a contacté. Elle voulait que nous formions d'autres cliniques qui prévoyaient de mettre en place des programmes similaires. J'ai accepté sans hésiter. Mon père disait: ne partagez pas vos secrets, c'est votre avantage concurrentiel. Mais je voyais les choses différemment. Plus il y aurait d'endroits qui appliqueraient ces protocoles, plus il y aurait de personnes qui recevraient de l'aide. Et c'est plus important que l'avantage concurrentiel. Lenny est entré dans ma vie discrètement, comme quelqu'un qui n'essaie pas de prendre beaucoup de place. Au début, c'était pour des raisons professionnelles. Nous discutions ensemble des patients, il partageait ses observations, je corrigeais les prescriptions, puis il a commencé à me raccompagner chez moi après les gardes de nuit. C'est dans le même sens de toute façon. Ensuite, nous avons commencé à prendre notre petit déjeuner ensemble dans la salle des médecins lorsque nos horaires coïncidaient. Il me racontait des anecdotes sur son ancien travail, parfois drôles, parfois tristes. Je me surprenais à attendre ces conversations avec impatience. Un soir, alors que nous étions assis dans sa voiture devant chez moi après une garde particulièrement épuisante, il m'a dit: je peux t'embrasser, ou est-ce que ce serait bizarre étant donné que nous sommes collègues? J'ai ri pour la première fois de la journée. Essaie, on verra si c'est bizarre. Il m'a embrassé, ce n'était pas une explosion de passion comme dans les films, juste un baiser chaleureux, calme et sincère. Quand nous nous sommes écartés, j'ai dit quand ce n'est pas bizarre. Très bien, a-t-il répondu en souriant. On pourra recommencer un jour. Nous n'avions pas prévu de nous marier, nous ne nous faisions pas de grandes promesses, nous ne parlions pas d'un avenir ensemble pour toujours. Nous étions simplement là l'un pour l'autre dans les petits détails. Il me remplaçait à la réception quand je devais aller voir ma mère. Je lui envoyais des photos de radiographie amusantes avec la légende: regarde ce que les gens font avec leurs poumons. Nous ne vivions pas ensemble, chacun restait dans son espace, mais la porte entre nous était ouverte. Ce n'était pas un grand amour, mais une relation honnête, sans manipulation, sans arrière-pensée, sans avoir l'impression que quelqu'un se servait de vous pour arriver à ses fins. Un jour, alors que nous étions assis dans ma cuisine et que nous discutions du cas d'un patient atteint de bronchite chronique, Lenny m'a dit: tu sais que nous avons une relation normale, sans drame, sans tu ne me comprends pas, sans disputes au milieu de la nuit. J'ai acquiescé. Je sais, c'est étrange après tout ce que j'ai vécu. Ce n'est pas étrange, a-t-il rétorqué, c'est simplement beau et je l'ai cru. Les relations familiales restaient compliquées, mais sans guerre. Mon père vivait sa retraite dans une petite maison à la périphérie de la ville. Il n'opérait plus, mais conseillait parfois à distance de jeunes chirurgiens. Il communiquait rarement avec moi, m'appelant une fois tous les quelques mois, généralement pour me poser des questions sur sa santé. Ma tension artérielle est à nouveau instable. Que me conseilles-tu? Ou on dit qu'il faut faire un examen cardiaque. À ton avis, à qui dois-je m'adresser? Je répondais de manière professionnelle, sans émotion excessive. Je donnais des recommandations, envoyais parfois les coordonnées de spécialistes. Parfois, nos conversations prenaient une tournure plus humaine. Il me demandait comment ça allait à la clinique, si tout allait bien. Je lui répondais brièvement, sans entrer dans les détails. Il n'a jamais reconnu que j'avais raison. Il ne disait pas excuse-moi ou tu as bien fait. Mais dans sa voix, lorsqu'il me remerciait pour mes conseils, il y avait la fatigue silencieuse d'une personne qui avait enfin cessé de se battre. Un jour, il m'a dit de manière inattendue: j'ai vu un article sur ton programme dans un magazine médical. C'est bien écrit. Merci, ai-je répondu, ne sachant pas quoi dire d'autre. Tu as toujours été meilleur que moi dans ce domaine, a-t-il ajouté avant de raccrocher rapidement. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance de sa part. Nora est restée à la clinique en tant qu'administratrice. Nos relations étaient purement professionnelles. Elle s'occupait des rapports financiers, des contrats avec les partenaires, des ressources humaines. Moi, des programmes médicaux, de la qualité des services, des protocoles cliniques. Nous nous croisions lors des réunions, échangions parfois quelques mots dans les couloirs. Aucune proximité, mais aucune hostilité ouverte non plus. Puis, environ 8 mois après la signature de l'accord, j'ai remarqué qu'elle avait commencé à porter des vêtements plus amples. Au début, j'ai pensé qu'elle avait simplement changé de style, mais quand je l'ai vue s'agripper prudemment à la rampe pour monter les escaliers, j'ai compris.
Nora était enceinte, elle n'en parlait pas publiquement. Elle n'en parlait pas à la clinique, n'en discutait pas lors des réunions. Elle continuait simplement à travailler jusqu'à ce que son ventre devienne si visible qu'il était impossible de le cacher. Un jour, je l'ai croisée dans le couloir à la fin de la journée de travail. Elle sortait de son bureau avec un sac à la main, elle avait l'air fatiguée. Je n'avais pas l'intention de lui parler, mais les mots sont sortis tout seuls. Quand est-ce que tu accouches? Elle s'est arrêtée et m'a regardée avec un léger étonnement. Dans 3 mois. Tu as trouvé quelqu'un pour te remplacer pendant ton congé maternité? Pas encore, a-t-elle répondu brièvement, mais je vais trouver quelqu'un. J'ai hoché la tête. Je voulais partir, mais Nora a soudain ajouté: Je sais ce que tu penses. Quoi donc? Ai-je demandé. De qui est l'enfant? Je suis restée silencieuse. En fait, c'était exactement ce à quoi je pensais. Seth n'était plus revenu en ville, du moins je ne l'avais pas vu. Mais j'avais aperçu sa voiture devant la maison de Nora tard dans la soirée en passant devant. J'avais donc toutes les raisons de le soupçonner. Cela ne te regarde pas, a poursuivi Nora. Mais je vais te dire une chose, je n'ai pas l'intention de dire à qui que ce soit qui est le père. C'est mon enfant et c'est moi qui décide comment les choses se passeront. Je ne t'ai pas demandé ton avis, ai-je répondu. Je sais, mais tout le monde me pose la question, elle est partie, me laissant seule avec mes pensées. Je ne ressentais ni colère ni jalousie. Seth faisait partie de mon passé et ce qu'il faisait maintenant ne me concernait plus. Mais quelque chose dans cette situation restait en suspens, comme une question sans réponse. Ce soir-là, j'étais chez moi avec Lenny, nous regardions une série, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Finalement, il a mis la série en pause et m'a demandé: Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai parlé de Nora, je lui ai dit qu'elle était enceinte et que c'était probablement de Seth. Je lui ai dit qu'elle ne voulait pas révéler qui était le père. Lenny est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit: Tu veux en avoir le cœur net? J'ai réfléchi. Est-ce que je le voulais vraiment? Est-ce que cela changerait quelque chose? Non, ai-je finalement répondu. Je trouve juste étrange qu'elle ait décidé d'avoir cet enfant. Nora a toujours été quelqu'un qui accordait la priorité à sa carrière. Peut-être qu'elle a changé, a suggéré Lenny, ou peut-être qu'elle a simplement décidé que c'était ce dont elle avait besoin. Les gens sont étranges. Parfois, ils font des choses qui ne cadrent pas avec leur logique habituelle. J'ai souri. Comme moi, par exemple, quand j'ai décidé de me battre pour obtenir une part dans la clinique au lieu de partir discrètement. Exactement, répondit-il en souriant. Mais dans ton cas, c'était la bizarrerie la plus intelligente. Quelques semaines passèrent. La clinique vivait à son rythme. Patients, réunions, programmes, formations. J'avais le sentiment d'avoir enfin trouvé ma place, non pas en tant que fille de Gordon Carmichael ou celle qui a fait scandale, mais en tant que docteur Claire qui construisait quelque chose qui lui appartenait. Un matin, alors que j'étais arrivée au travail avant tout le monde, j'ai vu Nora qui fumait près de l'entrée. Elle n'avait jamais fumé, du moins je ne l'avais jamais vue fumer. Elle tenait sa cigarette maladroitement, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Tu es enceinte, lui ai-je dit en m'arrêtant à côté d'elle. Je sais, a-t-elle répondu sans me regarder. C'est la première fois, et la dernière. Elle a tiré une bouffée, a grimacé et a jeté la cigarette. Je ne veux pas de cet enfant, a-t-elle soudainement déclaré, mais je ne peux pas ne pas le mettre au monde. Je ne savais pas quoi répondre, c'était la remarque la plus honnête que je lui avais jamais entendue faire. Pourquoi me dis-tu cela? Lui ai-je demandé. Elle m'a enfin regardé. Parce que tu es la seule à ne pas essayer de me convaincre que la maternité est un bonheur ou que je comprendrai tout quand j'aurai accouché. Tu m'écouteras, c'est tout. Elle avait raison, je ne la jugeais pas. Je restais simplement à ses côtés pendant qu'elle se taisait, regardant le ciel matinal. Cesse est au courant. Ai-je fini par demander. Non, a-t-elle répondu, et il ne le saura pas, du moins pas par moi. Mais c'est son enfant? Elle a hésité puis a acquiescé légèrement. Oui, mais il ne veut pas être père, et je ne veux pas qu'il le soit. Donc c'est mon enfant, rien qu'à moi. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, de la compassion, de la surprise, quelque chose qui ressemblait à du respect. Nora avait toujours été celle qui contrôlait tout. Elle se trouvait désormais dans une situation où le contrôle était impossible, et elle avait décidé de l'accepter à sa manière. Si tu as besoin d'aide, dis-je, je peux te recommander un bon obstétricien. Elle me regarda avec un léger étonnement. Merci, nous n'avons plus reparlé de cela, mais quelque chose avait changé entre nous, ce n'était pas de l'amitié, ce n'était pas de la réconciliation, c'était simplement la reconnaissance que nous étions toutes les deux des femmes qui essayaient de survivre dans un monde où les règles étaient écrites par d'autres, et que parfois la seule façon de survivre était de réécrire ces règles soi-même. Le soir de ce jour-là, j'étais assise dans mon bureau et je regardais la photo sur la table. C'était une photo de l'équipe de notre programme. Moi, Lénie, Émile, deux infirmières qui travaillaient avec les patients. Nous sourions tous, un peu fatigués après une longue journée, mais satisfaits. J'ai pensé qu'il y a un an, je ne pouvais pas m'imaginer ici. Je ne pouvais pas imaginer que j'aurais une part dans la clinique, une équipe qui me soutient et une personne à mes côtés qui n'essaie pas de me changer. J'ai pensé à mon père qui avait bâti son empire et s'était retrouvé seul, à Nora qui avait joué selon ses règles et portait désormais un enfant dont personne ne devait connaître l'existence. À Seth et qui fuyait ses responsabilités et continuerait probablement à les fuir toute sa vie. Puis j'ai pensé à moi, au fait que j'avais choisi une autre voie. Pas un empire, pas un culte de la personnalité, juste un travail honnête, des relations honnêtes et le droit honnête de posséder ce que je crée. Et cela me suffisait. Mon téléphone a vibré, un message de Lenny. Tu es encore au travail, je passe te chercher dans une demi-heure. J'ai préparé le dîner. J'ai souri et répondu: Je t'attends.
Dehors, la nuit tombait. La ville s'endormait, la clinique se vidait. Je me suis levée, j'ai éteint la lumière et je me suis dirigée vers la sortie, laissant derrière moi le bureau où reposait un dossier contenant un nouveau projet, l'extension du programme au quartier voisin. Demain serait un nouveau jour, de nouveaux patients, de nouveaux défis, mais je n'avais plus peur de les affronter car maintenant je savais, quand on joue selon ses propres règles, il est impossible de perdre. On peut seulement apprendre à mieux jouer.